Donc, une fois nous avons compris ce qu'est le prix, ce qu'est la tarification pour les produits bancaires et les services financiers, une fois nous avons compris son importance dans le processus de planification du mix marketing dans les banques, dans les assurances, dans les établissements financiers, nous allons passer par la suite à essayer on va essayer de comprendre quels sont les principaux éléments qui sont intégrés dans la détermination des tarifs, des prix d'un produit dans les établissements financiers. Globalement, il y a 5 principaux éléments qui sont intégrés dans le calcul des tarifs, dans la détermination des frais pour les produits et les services financiers. Il y a d'abord les objectifs marketing des institutions financières. Il y a la structure de leurs coûts. Il y a la politique de prix des concurrents. Il y a l'élasticité prix de la demande. Et finalement, il y a le cadre réglementaire et la réglementation. En effet, le premier élément est relié aux objectifs de l'institution financière. En effet, dans la détermination des tarifs qu'une banque, qu'une assurance ou qu'un établissement de crédit va appliquer à ses produits et à ses services, il va tenir compte de plusieurs objectifs. D'abord, ces objectifs de rentabilité et de profit. En effet, toute institution financière se fixe des objectifs de profit, de rentabilité. Or, on sait pertinemment que les profits d'une institution financière, ce n'est autre que la différence entre ses recettes qu'elle va en tirer et les coûts qu'elle va dépenser. Or, on sait pertinemment que les recettes, ce sont les prix des produits et services financiers multipliés par les quantités de produits et services qui sont offerts, moins les coûts totaux. Ce qui fait que le prix devient un élément important maintenant dans la détermination des recettes qui, lui, a un impact direct sur les objectifs de profit. Les institutions financières également se fixent des objectifs de volume de vente. Par exemple, ils se fixent des objectifs d'un nombre de clients à aller chercher, d'un nombre de transactions à réaliser, d'un chiffre d'affaires à dégager, d'une part de marché. Tous ces éléments-là, ce sont dans les objectifs opérationnels d'une institution financière. Or, on sait pertinemment que le prix est intimement relié au nombre de clients qu'on va chercher à atteindre, au nombre de transactions, au chiffre d'affaires ou aux parts de marché. On sait pertinemment que plus les prix diminuent, plus les quantités vendues de nos produits et nos services vont augmenter. On sait pertinemment que si on veut attirer plus de clients, on a intérêt à réduire nos tarifications. Et donc, on voit très bien que là, dans la détermination du prix, on doit tenir compte également de nos objectifs de volume de vente. Mais également, dans la détermination des prix, les banques, les assurances, les institutions financières tiennent compte généralement du positionnement qui se donne ou de l'image qu'ils veulent se donner dans un marché. Et une institution financière qui veut se donner une image d'une institution financière moderne, d'une institution financière qui offre un service de qualité, elle se doit automatiquement d'investir dans des équipements qui sont de qualité, des équipements modernes et par conséquent qui peuvent engendrer des coûts plus élevés. Également, nous avons dit que l'un des éléments qui va rendre tangible le service ou le produit financier qui lui-même est intangible, c'est la politique de tarification et le niveau de tarification qu'on va imposer. Ce qui fait que dans la détermination du prix, il ne faut pas ignorer le positionnement et l'image que l'institution financière veut se donner. Également, les objectifs de ciblage de la clientèle. Le choix de travailler sur une clientèle personnelle,
institutionnelles ou professionnelles. Donc, viser les personnes physiques, monsieur tout le monde, viser des entreprises, petites, moyennes ou grandes, viser des professionnels comme les avocats, les médecins, va pousser l'institution financière, qu'elle soit une banque, une assurance ou un établissement financier, à adapter ses prix, ses tarifs en fonction de la nature de cette clientèle. Par exemple, les frais de gestion de compte pour une personne physique ne sont pas nécessairement les mêmes que pour une institution ou pour une organisation, que pour une entreprise. Les frais qui vont être appliqués pour le crédit qu'on va associer ou accorder à une personne physique n'est pas le même que celui qu'on va accorder à une entreprise, qui ne sera pas le même qu'on va accorder à un avocat, à un professionnel, qui soit un avocat ou un médecin. Et donc, vous voyez très bien, la détermination du prix est un des premiers éléments qui va intervenir dans le choix du type de tarification, dans la détermination du niveau des frais qu'une banque, une assurance ou une institution financière va appliquer à ses clients. C'est les objectifs opérationnels et stratégiques qu'elle va se fixer. Le deuxième élément maintenant qu'une institution financière doit considérer lorsqu'elle va établir sa tarification, les prix de ses produits et de ses services financiers, c'est les coûts des opérations. Ce sont les éléments monétaires qu'elle va engager pour pouvoir offrir ses produits et ses services. En pratique maintenant, les spécialistes en comptabilité nous disent beaucoup, nous apprennent beaucoup sur ces coûts, en disant que dans les coûts, il y a plusieurs façons de distinguer les coûts. Il y a ce qu'on appelle les coûts fixes et les coûts variables. C'est quoi les coûts fixes et les coûts variables? Les coûts fixes et les coûts variables sont différents selon qu'ils augmentent en fonction du nombre de produits qu'on va commercialiser, du nombre de clients qu'on va desservir, ou c'est des frais qui sont indépendants du volume d'offres de services. En effet, les coûts fixes sont des frais que l'institution financière va engager pour pouvoir offrir ses services, indépendamment du volume d'offres de services, indépendamment du nombre de transactions, indépendamment du nombre de clients qu'elle va avoir. Par exemple, le loyer d'une agence. Lorsqu'elle va louer pour ouvrir une agence, il est évident que le montant du loyer qu'elle va engager va être constant. Peu importe si elle a un client qui vient, ou 2 clients, ou 1000 clients, il est évident que le loyer va être le même. C'est un coût qui est fixe, qui est payé chaque mois. Les frais de chauffage également, les frais reliés à l'eau, à l'électricité, à la climatisation, les frais téléphoniques, les frais Internet, l'amortissement sur les agences, si jamais elle construit elle-même ses agences, le personnel de direction, donc ceux qui sont situés à la direction de l'institution financière, ce qu'on appelle le siège social. Il est évident que ce personnel est là. Peu importe si on a une agence ou 30 agences ou 80 agences, les directeurs qu'on va recruter à différents niveaux pour gérer l'institution financière est un coût qui est fixe pour l'institution financière et qui ne dépend pas ni du nombre de clients, ni du nombre de transactions. Également, les ordinateurs qu'on va acheter, l'équipement informatique qu'on va utiliser, les fournitures de bureaux dans lesquelles on va investir pour meubler nos meubles, pour meubler nos agences, le développement d'un site web pour effectuer des transactions en ligne, ou l'investissement dans une application mobile pour effectuer des transactions de mobile banking. Ces charges qui sont engagées ne varient pas si on a 1 client, 10 clients ou 1000 clients. C'est pour cela qu'on qualifie ces coûts de coûts fixes. Les charges que l'institution financière va engager pour assurer la sécurité de ses agences, pour assurer la sécurité informatique, les frais qu'elle va engager pour faire le ménage dans ses agences, les frais qu'elle va engager pour faire l'entretien de ses agences, tous ces frais
qui sont indiqués ici sont indépendants du nombre de clients qu'on a, du nombre de transactions qu'on a et par qu'on va effectuer et par conséquent du volume d'offres de services. Contrairement maintenant à d'autres coûts que les comptables qualifient de coûts variables, c'est-à-dire des coûts qui sont nuls si jamais on n'offre aucun produit ou service. Ils sont nuls si on n'a aucun client. Ils sont nuls si on n'effectue aucune transaction, mais qui vont augmenter maintenant selon l'offre de produits et de services. Ils vont augmenter selon le nombre de clients qu'on va avoir. Par exemple, l'achat de devises, il dépend du nombre de transactions en relation avec les devises. L'achat de liquidités, le personnel en contact avec le client, les coûts d'assurance, les coûts du risque bancaire, les coûts de conseil d'avocat, l'aménagement des agences, les publicités maintenant et les promotions qui sont orientées vers nos produits et nos services qui sont offerts. Tous ces coûts maintenant vont augmenter en fonction du nombre de clients, en fonction du nombre de transactions qu'on a et donc en fonction de l'offre de services que nous allons assurer à nos clients. Et généralement, dans les institutions financières, les coûts fixes représentent une part très, très importante par rapport aux coûts variables. Ces mêmes coûts maintenant, les comptables nous disent qu'on peut les présenter différemment entre des coûts directs et des coûts indirects. Qu'est-ce que ça veut dire des coûts directs ou des coûts indirects? C'est en fonction de leur imputabilité directement à l'offre du produit et du service. C'est-à-dire, sans eux, on ne pourrait pas offrir le produit et le service. Ou bien ce sont des coûts qui sont partagés entre différents produits et services. Parmi les coûts directs qui sont imputables aux produits et aux services offerts, par exemple, l'achat de devises dans une opération de transfert. En effet, si je dois offrir un service de transfert, je dois acheter des devises. Le salaire d'un employé en contact avec les clients. Si je veux servir mes clients dans une agence, je dois engager des employés qui vont servir ces clients. Les outils informatiques ou électroniques utilisés pour réaliser une transaction. En effet, l'ordinateur, l'Internet, le système informatique, ce sont des éléments maintenant qui sont reliés directement à l'offre de service. Sans eux, je ne pourrais pas offrir le service. Par exemple, l'équipement qui me permet le compteur électronique de billets. Il est relié directement à la transaction. Sans lui, je ne pourrais pas compter les billets pour pouvoir les déposer ou offrir à mes clients. Donc, il rentre directement dans l'offre de produits et de services. Le guichet automatique, c'est un coût qui est imputé directement à l'offre de produits et des services. Donc, ils sont importants pour la réalisation de la transaction. Le contrat type maintenant, qui est signé entre l'institution financière, l'assurance par exemple, et l'assuré et l'individu. Il est évident que ce contrat maintenant et les coûts qui sont engendrés, par exemple les coûts d'avocat qui sont engendrés pour valider ce contrat, il est évident que ce sont des coûts qui sont imputables directement au produit service. Bien sûr, dans les coûts directs, on peut avoir des coûts fixes, comme on peut avoir également des coûts variables. L'outil informatique est un coût fixe que l'institution financière va acheter, dans lequel elle va investir, peu importe qu'elle a un client ou 1000 clients, qu'elle va effectuer une transaction ou plusieurs transactions. Maintenant, il y a les frais, ce qu'on appelle indirects. Ces frais indirects, ce sont des frais qui sont répartis sur plusieurs maintenant transactions. Ce sont des équipements par exemple, qui sont partagés entre plusieurs employés. C'est le personnel de direction maintenant qui, lui, est partagé entre les différentes agences puisqu'il dessert les différentes agences. L'électricité, le loyer, l'eau, le chauffage, la climatisation, les services de sécurité et de ménage. Donc, il est évident que les services de sécurité et de ménage n'interviennent pas directement dans une transaction.
Mais l'institution financière a besoin de ces services pour assurer globalement ces transactions, soit en agence, soit à travers le réseau Internet. Une publicité, non pas pour un produit, mais une publicité pour l'ensemble de l'institution, de l'organisation, ça fait partie de ce qu'on appelle les coûts indirects, c'est-à-dire qui ne sont pas associés directement aux produits ou aux services financiers. Maintenant, pourquoi on nous demande de faire la distinction entre les coûts directs et les coûts indirects? Vous comprenez très bien que les coûts directs, ce sont des éléments dans lesquels l'institution financière doit d'abord et avant tout investir. S'il y a à couper maintenant, est-ce que je dois couper dans l'achat d'un équipement informatique qui va me permettre d'offrir mes produits et mes services financiers? Est-ce que je dois couper dans l'engagement d'un employé dans une agence pour effectuer ma transaction et pour servir mes clients? Ou est-ce que je dois couper dans l'engagement d'un agent de sécurité ou d'une personne qui va me faire le ménage dans l'agence? Il est évident que les éléments prioritaires dans lesquels je ne dois pas couper, ce sont les éléments qui sont directement reliés à l'offre de mes produits et de mes services. Qu'est-ce qui est plus prioritaire maintenant? Faire ce qu'on appelle une publicité institutionnelle, par exemple, ou faire ce qu'on appelle un sponsoring d'une activité sportive à laquelle je vais associer mon nom, ou bien je vais faire une publicité pour promouvoir un pack fonctionnariat que j'ai développé pour une clientèle particulière. Donc, vous comprenez très bien que si on fait la distinction entre les coûts directs et les coûts indirects, c'est pour se dire que les éléments dans lesquels une institution financière doit mettre de l'argent, doit investir, n'ont pas la même importance. Et bien sûr, plus ils sont reliés directement à mes produits, plus leur utilité est grande. Le troisième élément dont on doit tenir compte maintenant dans notre structure du coût, ou qu'une institution financière doit tenir compte au niveau de sa structure du coût, c'est ce qu'on appelle le coût totaux. C'est quoi les coûts totaux? Les coûts totaux ne sont autres que la somme de l'ensemble des coûts fixes et des coûts variables. C'est la somme des coûts directs et des coûts indirects. Donc, c'est la somme de l'ensemble de ces coûts. Pourquoi c'est important de connaître nos coûts? Parce que, si on se rappelle très bien, au niveau de la première étape, nous avons dit qu'une institution financière se fixe souvent des objectifs de profit. Et le profit n'est autre que les recettes totales, c'est-à-dire les prix, les tarifs fois le nombre de transactions fois le nombre de clients. Donc, les recettes qu'on va engager doivent couvrir minimalement nos coûts totaux pour pouvoir générer un profit. Si nos coûts totaux dépassent nos recettes, une institution financière risque de ne pas être bénéficiaire. Et une institution financière qui ne fait pas d'argent risque bien sûr de disparaître et de faire faillite. Parallèlement à cela aussi, une institution financière se doit, pour chaque transaction, connaître le coût moyen. Qu'est-ce que ça veut dire le coût moyen? C'est le coût global d'une transaction divisé par c'est le coût total divisé par le nombre de transactions. Ça lui permet de savoir en général une transaction à combien elle lui revient. C'est ce qu'on appelle en comptabilité analytique le prix de revient. Le prix de revient est composé assez souvent d'une partie des coûts variables, mais d'une partie également de coûts fixes. Le prix de revient, c'est à combien devrait nous coûter maintenant une transaction particulière. Ici, vous avez des exemples de prix de revient, de coûts moyens de certains types de transactions qui sont effectuées dans des institutions financières. Par exemple, quand on veut régler une facture, si on utilise le système traditionnel, c'est-à-dire le système d'agence, en moyenne maintenant, combien cela coûte à l'institution? On voit très bien qu'en moyenne, ça coûte entre 2 et 3 dollars. Si maintenant, on veut faire un paiement par Internet, combien ça devrait coûter? Ça devrait coûter entre 0,65 $, c'est-à-dire 65 sous, et 1 $. On voit très bien que les coûts, le prix de revient
en utilisant Internet pour régler une facture à un client coûte 3 fois moins cher que si on le fait en agence. Donc, pour l'institution financière, qu'est-ce qui est mieux? De pousser ses clients à payer leurs factures en agence ou de les payer en utilisant son site web? C'est mieux d'utiliser le site web ou l'application mobile. Faire une transaction, par exemple, faire un transfert d'un compte à un autre. Combien en moyenne ça peut coûter? On voit très bien qu'en agence, ça coûte $1. Donc, payer une facture et faire une transaction, par exemple, un transfert, n'implique pas les mêmes coûts. Sur Internet, maintenant, ça coûte 13 sous. Ça nous permet d'avoir une idée. Qu'est-ce qui est plus intéressant maintenant? Et on voit très bien que, encore une fois, les transactions par Internet, les transactions mobiles pour l'institution financière coûtent moins cher. Maintenant, en quoi c'est important de connaître ce prix de revient? Pour que si jamais on va maintenant appliquer des frais sur des transactions en agence, combien on va charger au client? Est-ce qu'on peut lui charger pour une transaction bancaire? Par exemple, il va transférer de l'argent à un autre compte, à un autre client. Ou bien il va payer une facture. Combien on va lui charger? Pour une transaction, est-ce qu'on ne va pas pouvoir lui charger moins que $1,08? Non, pourquoi? Parce qu'en deçà de $1,08, à peu près 700 francs CFA, vous comprenez très bien son risque d'être perdant comme institution. Donc, automatiquement, le tarif, les frais bancaires qu'on va associer à une transaction va être minimalement de $1,08, c'est-à-dire minimalement d'à peu près 700 francs CFA. La même chose aussi pour notre opération règlement de facture, le minimum pour un client qui va venir en agence et à qui on va offrir ce service de régler une facture d'électricité, une facture de l'eau ou n'importe quelle autre facture, des études par exemple. Le minimum qu'on va lui fixer, c'est entre 2 et 3 $, à peu près 2000 francs CFA par transaction. En deçà de ce montant, l'institution financière risque d'être perdante. Sur Internet maintenant, est-ce qu'on va charger les mêmes frais? Ce n'est pas parce que c'est la même transaction que c'est les mêmes frais. Ici, c'est une transaction qui est effectuée en utilisant d'autres plateformes. Ici, c'est une plateforme électronique qui n'engage ni une agence, ni un équipement d'agence, ni une sécurité d'agence, ni un entretien d'agence. Et donc, vous comprenez très bien qu'on arrive ici à réduire énormément les coûts. On n'a même pas besoin d'employés pour fournir ce service. Et par conséquent, les coûts vont être beaucoup, beaucoup moins. Ce qui fait que les frais qu'on va engager pour la même transaction ou pour la même opération vont être différents selon qu'on va offrir le même service par Internet ou on va l'offrir en agence. C'est pour cela qu'un des éléments importants dans la détermination des coûts, des prix, c'est les coûts des opérations. Autre chose aussi importante à garder à l'esprit dans la gestion des coûts dans les institutions financières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les coûts fixes représentent une part très, très importante des coûts qui sont engagés par les banques, par les assurances et par les établissements financiers pour pouvoir assurer leurs services. Ils ouvrent des agences, ils investissent dans des applications mobiles et par conséquent, investir dans des agences, investir dans des applications mobiles ou dans des sites web engage des coûts qui sont fixes, c'est-à-dire des coûts qui sont indépendants du nombre de clients. Ce que nous disent maintenant les spécialistes en marketing, c'est que plus vous allez avoir des clients, plus vous allez avoir des transactions, plus le coût moyen en utilisant ces services, en utilisant ces équipements, les agences par exemple, les plateformes, va diminuer. C'est ce qu'on appelle des économies d'échelle. Donc, c'est quoi les économies d'échelle? Les économies d'échelle, c'est des baisses de coûts. Dû à quoi? Dû au fait qu'on a de plus en plus d'opérations, qu'on a un nombre d'opérations qui est très élevé. En effet, sur une plateforme,
dans une agence qu'on loue, par exemple, ou dans lequel on a investi 100 millions de francs CFA, le fait d'avoir un seul client, le coût moyen va être de 100 millions. Mais le fait d'avoir maintenant 1000 clients va nous permettre de réduire ces coûts énormément. Le fait maintenant d'avoir 100 clients va réduire les coûts différemment. Mais plus on a des clients, donc si on passe de 1 client à 100 clients, on va réduire le coût moyen de 100 000 à 1000. Le fait de réduire encore, d'augmenter encore le nombre de clients ou d'effectuer plus de transactions, plus les coûts vont baisser. Donc, c'est des baisses de coûts dues au fait qu'on utilise de plus en plus cet équipement ou ces infrastructures pour lesquelles les coûts sont déjà engagés, pour lesquels les coûts sont fixes. Selon une étude réalisée récemment par l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui a regardé de près les coûts des opérations de la plupart des banques qui œuvrent dans l'Union. Et en regardant de près les coûts par type d'éléments qui génèrent des coûts, il arrive à la conclusion que les coûts des opérations qui ont le plus d'impact sur les frais bancaires, les comptes de coûts qui représentent une part très très importante dans les banques dans la zone de l'UMOA, c'est d'abord et avant tout le facteur travail. En effet, le premier compte qui engendre énormément de dépenses pour les banques en Afrique de l'Ouest, c'est le personnel. D'autant plus que ce personnel, encore une fois, selon l'UMOA, il est peu productif, c'est-à-dire comparativement au salaire qu'il reçoit. Il ne fournit pas le niveau de service qui est requis. Ce constat est encore plus marqué pour les petites et les moyennes banques. Alors que pour les grandes banques, ce que dit le rapport de l'UMOA, c'est qu'ils arrivent à mieux gérer leur personnel, puisqu'ils ont des structures qui permettent de mieux maintenant engager. Les procédures de formation sont beaucoup plus développées et par conséquent, ils ont moins ce problème d'inefficacité au niveau du facteur travail, au niveau du personnel. Le deuxième compte de dépenses maintenant, la deuxième source de coûts dans les institutions financières en Afrique de l'Ouest, c'est la structure bancaire, c'est-à-dire le nombre d'agences et de guichets qui est jugé par l'Union monétaire et ses services comme étant un nombre qui est disproportionnel par rapport à la taille de ces institutions et par rapport à la taille des marchés. Donc, selon l'UMOA, les banques en Afrique de l'Ouest, selon ce rapport, les banques en Afrique de l'Ouest dépensent beaucoup plus ce qu'ils ne devraient faire au niveau du nombre d'agences qu'elles ont et au niveau du nombre de guichets qui est implanté comparativement, bien sûr, à leur taille et comparativement au marché qu'ils desservent. Le troisième élément aussi qui constitue une source de coûts pour les banques en Afrique de l'Ouest, selon encore une fois le rapport de l'UMOA, c'est la nature maintenant des produits et services financiers que ces banques gèrent. En effet, le gros des produits et services financiers qu'ils gèrent, ce sont des dépôts à terme, ce sont des comptes courants, ce sont des comptes d'épargne garantie pour les clients. Ça veut dire qu'il y a très peu d'épargne à moyen et à long terme, qui sont des produits qui coûtent moins cher pour l'institution et lui génèrent plus de revenus. On donne très peu de crédit dans les institutions financières en Afrique de l'Ouest. Et il y a très peu de services de placement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément d'opérations courantes, énormément de comptes dans lesquels les personnes, les entreprises mettent de l'argent et retirent leur argent.
Or, ces opérations courantes pour les institutions financières coûtent beaucoup et rapportent très peu. Ce sont les trois principaux éléments maintenant qui représentent le gros de dépenses dans les institutions financières, fondamentalement ici les banques en Afrique de l'Ouest. Le troisième élément dont on doit tenir compte maintenant dans la détermination du prix, c'est la rivalité entre les institutions financières. En effet, quand on cherche à déterminer un prix, on n'est pas seul dans le marché. Il est évident qu'il faut tenir compte des autres institutions. Pour la simple raison qu'un client qui va avoir face à lui des institutions qui offrent globalement les mêmes services, mais qui n'ont pas le même prix. Ces clients vont utiliser le prix pour privilégier telle institution par rapport à telle autre institution. Ce qui fait que lorsque une institution financière, une banque ou une assurance va déterminer son prix, elle doit regarder également les tarifs et les prix des autres. Donc, lorsqu'on va parler maintenant de la concurrence, il y a, comme on l'a dit, lorsqu'on a parlé de la concurrence, deux types de concurrence. Il y a ce qu'on appelle la concurrence directe. Il faut regarder les autres institutions financières rivales qui offrent les mêmes services. Western Union doit regarder, lorsqu'elle va chercher à déterminer ses tarifs, les tarifs de MoneyGram. Pourquoi? Parce que MoneyGram offre exactement les mêmes services financiers que Western Union. La BIM, quand elle va établir ses frais de service, d'ouverture de compte, de gestion de compte, de gestion des moyens de paiement, des cartes, etc., il faut qu'elle regarde également ce que fait Ecobank. Il faut qu'elle regarde ce que fait la BDM. Et par conséquent, c'est important pour une institution financière de regarder le prix des autres et les tarifs qui sont appliqués par les autres institutions rivales qui offrent exactement les mêmes services. Mais ce que nous a dit Michael Porter aussi, c'est qu'il faut regarder ceux qui offrent des services substituts, c'est-à-dire des services ou des produits qui répondent aux mêmes besoins, mais en utilisant une autre façon de faire. C'est ce qu'on appelle nos concurrents indirects. En effet, Western Union doit regarder ce que fait Wari. Western Union doit regarder ce que fait la BDM. Pourquoi? Parce que pour effectuer un transfert, un client peut utiliser les services de Western Union, mais il peut également utiliser le service mobile de Wari. Il peut utiliser le service de transfert bancaire de la BDM. Et par conséquent, ces concurrents, ces rivaux, qui n'utilisent pas les mêmes plateformes, qui n'utilisent pas les mêmes types de produits et de services, se concurrencent mutuellement. Et Western Union doit non seulement regarder ce que fait MoneyGram, mais elle doit également regarder ce que fait Wari et sa politique de tarification. Doit regarder également ce que fait la BDM et sa politique de tarification, parce que ça risque d'affecter sa position concurrentielle, sa supériorité sur le marché. Également, les institutions qui font de l'épargne, ils doivent également regarder ce que font les institutions qui font du placement, parce qu'un client qui veut épargner, qui veut dégager, générer de l'intérêt d'un montant d'argent qu'il a en surplus, peut aller vers les comptes d'épargne qui sont plus sûrs, qui sont beaucoup moins risqués, comme il peut aller vers les placements, par exemple, en bourse, qui certes sont plus risqués, mais rapportent plus. Et on voit très bien que ces deux types de produits qui utilisent des plateformes différentes, mais qui répondent aux mêmes besoins. Également, c'est important pour une institution financière, quand elle va chercher à établir sa politique de tarification, de regarder des intermédiaires qui, eux aussi, pressent aussi une marge. Et Michael Porter nous l'a dit, lorsqu'il faut regarder au-delà des rivaux directs, au-delà des autres institutions financières qui offrent les mêmes produits que nous, ou qui offrent des produits substituts. C'est important de regarder les institutions à travers qui nous offrons nos produits et nos services. C'est important également de voir les institutions à travers qui on offre leurs produits et services. Par exemple, Visa, pour offrir ses produits et services sur le marché malien, elle est obligée de passer par la BDM, par la BIM, par les différentes banques locales. Ce qui fait que la BIM,
la BDM, lorsqu'elle va chercher à appliquer ses tarifs pour les cartes Visa, elle doit tenir compte également de la marge que Visa va retirer sur l'utilisation de ses services. La même chose aussi, la BIM ou la BDM ou la Banque Atlantique ou Ecobank, quand elle va offrir les cartes Mastercard sur le marché malien, elle est consciente que l'institution financière Mastercard va avoir une marge sur toute transaction qui va engager l'utilisation de sa carte. La même chose aussi, la Poste du Mali, quand elle va offrir son produit ou service de transfert d'argent, elle va utiliser les services de Western Union, donc elle va passer par Western Union. Et par conséquent, Western Union va prendre une marge une commission sur n'importe quelle transaction. Ce qui fait la Poste du Mali, quand elle va déterminer le prix qu'elle va associer, les frais qu'elle va associer au transfert d'argent, elle doit tenir compte de la marge que Western Union va prendre. Wari, Orange Money, qui offrent leurs services à travers une centaine, pour ne pas dire des milliers de points de service qui sont soit des points de service de Wari ou d'Orange Money, soit des points de service et des agents qui sont indépendants. Ces agents et ces points de service vont prendre une marge. Et Orange Money, Wari, lorsqu'elle va déterminer les tarifs, les frais des transferts, les frais de paiement, il est évident qu'elle doit tenir compte des marges que ces agents ou ces points de service vont prendre pour les considérer au niveau du prix ou des frais qu'elle va appliquer au consommateur final. C'est pour cela qu'on nous dit que c'est important de contrôler les activités de nos intermédiaires, qu'ils soient nos fournisseurs ou nos distributeurs, pour voir leur efficacité. Sinon, peut-être s'en passer de leurs services. En effet, la BIM, plutôt que d'utiliser les services de Visa pour offrir des cartes de paiement, elle peut offrir ses propres cartes à elle, indépendamment de Visa ou indépendamment de Mastercard. La Poste du Mali, plutôt que de passer par les services de Western Union, pourrait effectuer elle-même les transferts d'argent. Cependant, c'est important de savoir que la Poste du Mali ne peut effectuer un transfert d'argent que si elle a le statut légal d'institution financière. Le même problème que Orange a vu lorsqu'elle a voulu offrir un service de transfert de l'argent en dehors de la zone de l'UEMOA. Le quatrième élément dont il faut tenir compte dans la détermination du prix, c'est la sensibilité des consommateurs au prix. En effet, les consommateurs peuvent être sensibles au prix si le produit représente financier est un produit qui est important. L'assurance, par exemple, est un produit important. Le crédit est un produit important. Et c'est pour cela que les consommateurs, les clients, avant de se choisir une assurance, avant de choisir un crédit, ils vont regarder les taux. C'est pour cela que des taux faibles vont augmenter la demande pour le crédit, mais des taux élevés vont réduire les crédits. Donc, l'élasticité ou l'importance ou la sensibilité des consommateurs aux produits va faire en sorte que le prix va être déterminant dans l'augmentation de la demande ou de la baisse de la demande. Le cinquième élément dont il faut tenir compte également dans la détermination du prix, c'est la réglementation. En effet, s'il y a un secteur qui est fortement réglementé au niveau des tarifications, c'est le secteur financier. Et le législateur a énormément intervenu dans les politiques de prix. Par exemple, le législateur, la loi interdit que des institutions financières, des banques par exemple, se parlent entre elles pour fixer des tarifs pour un produit. Une institution financière n'a pas le droit d'appliquer ce qu'on appelle des tarifs discriminatoires, c'est-à-dire de donner à un client un tarif qui est différent qu'elle donne à un autre client, si elle ne le justifie pas par un service qui est supérieur. Un
l'institution financière n'a pas le droit également d'offrir un service à perte, c'est-à-dire un service dont les tarifs sont en deçà de son prix de revient ou de ses coûts. Ça s'appelle du dumping. Également, une institution financière ne peut pas imposer à un détaillant indépendant un tarif. Par exemple, Wari ne peut pas imposer à un agent indépendant un tarif pour effectuer ces transferts. Bien sûr, elle peut lui suggérer, mais ce détaillant indépendant, cet agent indépendant peut fixer la marge qu'il veut. Ce qui n'est pas le cas si c'était un agent de Wari. Si ça suit l'institution de Wari, si c'est un employé de Wari, il est évident qu'il va suivre automatiquement ces indications. C'est important également que le législateur a intervenu également dans des tarifications qu'il a homologuées, c'est-à-dire qu'il a fixées lui-même. En effet, les taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire le taux à travers lequel les banques se prêtent et empruntent entre elles. Il est fixé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, aujourd'hui, il est à 2,5%. Une institution financière ne peut pas augmenter ce coût au-delà de 2,5%. Il y a également le taux de change qui est aujourd'hui fixé de 1000 francs CFA pour 1,5 € au 1er août 2020. Donc, ça, c'est un taux, c'est un prix d'une monnaie qui est fixé par la BCEAO. Également, les ministères des Finances interviennent pour fixer des taxes maintenant. Ces taxes sont réglementées. Aujourd'hui, dans le domaine des services financiers, on a une taxe spécifique qui s'appelle les taxes sur les activités financières. Elle est de 17%. On a également une taxe du Trésor qui est de 0,6%. Et donc, ce sont des taxes que les institutions financières se doivent d'appliquer sur tous les produits et les services qu'ils vont offrir aux consommateurs finaux ou à leurs clients.